Salut à tous, je vous propose ici le début sur NBA 2K26 d'une histoire avec les Rockets de Yao Ming, et on est en ère LeBron comme vous le voyez sur la miniature. J'ai donc démarré un My NBA sur cette époque LeBron James, donc ça veut dire qu'on démarre en octobre 2010. On est juste après le deuxième titre là de l'équipe de Kobe avec Lamar Odom, avec Ron Artest, avec tous les joueurs qu'on peut connaître. Et puis les superstars relativement cheatés du moment sont évidemment LeBron James, mais aussi Kevin Garnett, Bryant, je l'ai dit, D. Wade, Derrick Rose, Kevin Durant déjà, incroyable. Bon voilà, c'est assez sympa comme époque. Il y a du joueur qui a plein d'insignes et qui réussit des choses en insolence dans tous les sens. Et c'est assez rigolo. Voilà, je voulais proposer quelque chose en air LeBron. Ce sera donc avec les Houston Rockets. Donc, que dire, si ce n'est que au tout début de partie, on se retrouve déjà à devoir paramétrer les choses. Donc moi j'ai ma manière à moi, c'est pas la première fois que je vous montre ça, donc il y a d'autres vidéos qui en parlent. J'ai tendance à activer certains choix dans la configuration de début de partie, puis après surtout essayer de faire attention à tout ce qui est plafond, à tout ce qui est inflation du salary cap. Je joue souvent en 5 minutes par quart-temps extrapolé à 12. Donc ça, voilà. On reste sur des formats de saison régulière et de play-off tout à fait lambda, je dirais, habituels. Ensuite, il y a plein d'options qui sont hors saison, là, au moment de l'été, que je ne touche surtout pas. J'ai envie que tout se passe. Et par contre, voilà, qualité de classe de draft, pour éviter d'être pollué par des régènes qui viennent modifier tout ce qu'on connaît des forces en présence. J'ai baissé le niveau des classes de draft, ça veut dire que juste les régènes seront touchés, pas les joueurs réels qui vont apparaître au fil des années. Pas de limite stricte, pourquoi ? Parce qu'on démarre avec un salary cap qui est tellement faible qu'au final, on se retrouve avec une inflation potentielle beaucoup trop grande si jamais cette partie durait 10-15 ans, je sais pas. Et j'aurais pas envie d'avoir quelque chose de complètement trop déconnecté de la réalité à l'horizon 2025, pour donner un exemple. Voilà, après, au niveau des transferts, moi j'ai aussi des paramètres de transfert qui sont un peu toujours les mêmes. Je trouve que la restriction récemment transférée, non. Parce que ça arrive que les joueurs rebondissent dans une autre, une semaine après avoir été bougés. Ensuite, j'aime bien valider les transferts entre l'IA et l'IA pour pas avoir n'importe quoi et une ligue où il y a 3 pivots majeurs dans une équipe. Ça arrive, des fois. Moi, c'est pour contrôler ma partie et surtout pour que il n'y ait pas n'importe quoi qui se produise et qui ensuite me donne envie d'arrêter tout simplement parce que c'est horrible. Voilà, Superstar, c'est le niveau par défaut qui est donné ici. Et donc, on va sélectionner les Houston Rockets. Donc, c'est une équipe qui est intéressante à ce moment-là, parce qu'elle est finalement sur la fin de cycle de Yao Ming. Et autour de Yao Ming, on va le voir dans un instant, il y a quelques joueurs qui sont peut-être monnayables ou peut-être intéressants, mais rien de transcendant qui permette d'espérer grand-chose. Et donc, c'est pour ça que je vais me décider, après avoir fait un bref bilan de l'effectif. Regardez, Kyle Lowry, quand même, très bon asset ou très bon joueur, c'est selon. On a également Aaron Brooks en deuxième meneur. Attention, Kevin Martin, un arrière quand même tout à fait intéressant, à 27 ans et dans son prime, probablement. Chase Bellinger, ok, intéressant aussi, celui-là. Il est à 77, il est jeune. Louis Scola, l'ailier fort. On a Hayes, Battier, Jeffries, Patterson. Il y a abondance
d'ailier fort dans cette équipe au départ. Et trois pivots, Yao Ming, Brad Miller et Jordan Hill. Donc voilà, alors Yao Ming, comme c'est un joueur très très emblématique de Houston, je vais surtout pas y toucher. On va essayer de le garder. Il va nous accompagner jusqu'au bout, Yao, jusqu'à sa retraite en tout cas. Par contre, il y a un joueur que je voulais absolument aller chercher. C'est pas difficile de s'en douter puisque c'est sur ma miniature. C'est James Harden. Voilà. Alors j'ai travaillé pour essayer de monter le trade que puisse accepter le Thunder en ce début de partie sans me démunir de Kyle Lowry qui, j'ai une autre idée en tête pour lui. Et voilà comment, après de longues minutes et beaucoup de réflexion, on est arrivé à quelque chose qui met en jeu pas mal de joueurs. Kevin Martin, Luis Scola, Chase Budinger et les 3 premiers tours de Houston en 2013, 14 et 15. Et en face, je récupère James Harden. Donc, et par contre, il faut Nick Collison et Maurice Peterson pour équilibrer le trade au niveau des salaires. Donc ça, c'est quelque chose qui passe, mais ça aura vraiment été... j'ai donné tout ce que je pouvais, en fait, sans toucher à 2-3 éléments. Mais voilà, donc trade que j'estime pas forcément perdant pour le Thunder, dans la mesure où il récupère de la qualité d'équipe globale à côté de Durant et à côté de l'ami Westbrook. Et surtout, ils ont plus de profondeur. Voilà, ils ont en sortie de banc quelques joueurs. De toute façon, on va être amené à les croiser. On verra bien. Et de notre côté, j'avais une deuxième idée en tête. Après James Harden, qui faisait partie du projet, je voulais absolument Jrue Holiday. Et ça, c'est plus facile parce que Kyle Lowry a une meilleure cote sur le marché que Jrue Holiday. Ce qui fait que je me débarrasse d'un régène, ouf. Et les Sixers me proposent même Nocioni. Bon, Nocioni, on connaît, hein, c'est un vétéran à ce stade-là. Un Argentin, vétéran, ailier, paye pas de mine. Et puis, peut-être qu'il aura plus d'importance que ce qu'on pouvait imaginer. Mais je voulais à la tête du projet... comme fleuron défensif sur le poste 1, je voulais vraiment Jrue Holiday, tout en sachant que si on était amené un jour à avoir un meneur de plus grande envergure, il pourrait aussi être utilisé d'égale manière en arrière. Voilà. Donc très bonne recrue, la base de mon équipe, Harden, Holiday, Yao Ming. Et puis après, il y a quelque chose qui va s'offrir à nous, assez incroyable et assez imprévisible. C'est qu'en fait, Chuck Hayes et Aaron Brooks, j'en ai pas un besoin fou. Et les Lakers me font une offre que j'ai vraiment du mal à refuser à ce moment-là. C'est, en échange, me faire venir Lamar Odom et Sasha Vujacic. Alors Sasha Vujacic, le Slovène, un arrière de plutôt grande taille, capable de qualité d'organisation, mais surtout Lamar Odom. Or, j'avais pile un trou. En tout cas, je voulais améliorer le poste de Chuck Hayes. C'était le poste 4. Donc, on se retrouve maintenant avec Jrue Holiday, Ish Smith, le jeune Ish Smith à ce moment-là. Donc, très intéressant. Petit backup, sans prétention, mais pas mal. Vujacic en backup de James Harden, ça tient la route tous les jours. Vujacic, pas un défenseur de l'éternel, mais par contre, ça shoot très bien même. Shane Battier et Nocioni comme ailier, moi ça me va dans une rotation comme celle-ci. Et je bascule l'ami Odom en ailier fort. Avec sa grande taille, avec toutes ses qualités, il me paraît hyper capable de tenir le poste. Surtout que là on avait un vrai trou par contre, suite aux moves qui ont été faits. Nick Collison, ça m'intéresse pas des masses, je vous l'avoue. En revanche, Patrick Patterson, on sera amené à en reparler. Puis à l'intérieur, on est relativement armé avec 3 joueurs. Même Jordan Hill est intéressant en fait. C'est un joueur, un stade-là qui a 23 ans. Paye pas de mine non plus, mais il est vraiment très très intéressant selon moi. Brad Miller aura aussi ses minutes à des moments. Et puis Yao Ming, il faut essayer de trouver le meilleur moyen de l'utiliser. Yao Ming, alors que vous voyez que là, je m'occupe quand même de mes entraînements, parce que sur une partie où on sait qu'on va jouer un certain nombre d'années,
il est très important de prendre l'entraînement individuel en charge dès le départ. Moi, je joue beaucoup sur la polyvalence. Je trouve que c'est un très très bon axe de développement pour les joueurs, l'entraînement polyvalence. Donc voilà, après se posent plein de questions, parce que James Harden ou Jrue Holiday, on se doute très bien de la manière dont on va les utiliser. Après, les découvertes comme Nocioni, Vujacic, enfin découvertes dans le jeu, hein, la Marodome, qu'est-ce que ça va donner, quel profil de joueur, quelle manière de l'utiliser, puis surtout Yao Ming, comment on va utiliser un pivot qui est un géant, qui est suffisamment emblématique pour qu'on n'ose absolument pas y toucher, mais qui se fatigue très vite, malheureusement. Il se fatigue très vite, il a peu d'endurance, il a quasiment pas de vitesse. C'est le prototype du joueur qu'on peut aimer, mais qui va être super difficile à utiliser, en fait. Donc voilà un peu les données de la partie. Après, voir ce que peuvent donner des types comme Jordan Hill, Ish Smith. Peut-être on utilisera Jeffries avec le temps. Développement aussi du jeune Pat Patterson, le fameux Pat, qui était un joueur plutôt sympathique de ces années-là. Donc voilà, c'est parti pour une première rotation où vous voyez que dans un premier temps, c'est Shane Battier qui va hériter du poste de titulaire sur l'aile avec un gros temps de jeu. Puis après, on ne s'interdit pas de modifier un peu les équilibres au fil du temps. Je donne des minutes aussi à Brad Miller. Brad Miller, un stretch 5 comme on en faisait peu dans cette époque-là de la NBA, mais il y en avait quelques-uns, dont lui. Rick Edelman est notre coach. On va quand même jouer pour essayer de gagner des matchs sur cette saison 1. On n'est pas allé chercher tous ces joueurs-là pour tanker, cela va de soi. Et puis on va voir un petit peu où ça nous mène. Alors, première confrontation est très intéressante face à nos partenaires de trade très récents, les Lakers de Kobe, double champion en titre, donc avec Pau Gasol, Derek Fisher, avec Artest, voilà des joueurs assez intéressants. On va demander à Jrue Holiday de défendre sur Kobe. On ne sait pas trop quel résultat ça va avoir, parce que Kobe est à peu près indéfendable, mais toutefois, ça n'empêche pas d'essayer. Donc, mise en place, début de match plutôt sympa. On essaie de prendre des écrans, on essaie de voir comment le jeune James Harden est percutant vers le cercle. Tout ça pour dire qu'après, on bascule en quatrième quart-temps sur une séquence où, malheureusement, notre ancien Aaron Brooks va nous poignarder une première fois. Les Lakers passent devant en début de quatrième. Derrière, Kobe nous remet un 3 points. Et puis sur l'écran ici de Gasol, encore un 3 points magnifique pour Kobe Bryant. En fait, à lui tout seul, il a éteint la lumière et on se fait battre uniquement sur ce carton-là, le carton de Kobe Bryant. Le quatrième, voilà, c'était une bonne petite claquounette pour commencer. On s'est fait gifler et puis ça fera une très bonne expérience pour la suite. Ce que j'ai pas signalé mais qui était à noter, c'est le côté totalement inarrêtable aussi de Gasol dans la raquette. On n'a pas existé face à ce duo Gasol-Kobe. Et même si James Harden y est allé de ses petites statistiques, et Jrue Holiday aussi, tout le reste a été mal utilisé, pas utilisé, dites-le comme vous voulez, bref. Je me suis donc dit que j'avais été peut-être un peu prétentieux d'espérer quelque chose dès la première saison avec ces Rockets. Dès lors, je commence à simuler. Je me dis, ok, on va avancer ce calendrier, et puis on va bien voir ce qui se passe. Donc, équilibre au bout de 6 matchs, 3 victoires, 3 défaites. Rien de faramineux, en tout cas jusque-là. 3 défaites ensuite. Il y a des équipes qui sont mieux armées, il faut l'admettre. Des équipes qui sont meilleures que nous, donc il faut être, mon avis, prudent. Ici, une semaine à 2 victoires pour revenir à 5 et 7. 4 matchs la semaine suivante, dont 3 défaites. Ça veut dire qu'on ne démarre pas de la meilleure manière cette année
2010-2011, avec 4 matchs de nouveau à cheval sur novembre et décembre, dont 3 victoires. Intéressant. On notera qu'il y aura eu une victoire face au Thunder dans tous ces matchs simulés. Puis on apparaît sur un bilan, on est presque à l'équilibre. On est à 9 victoires, 11 défaites. Il n'y a rien de calamiteux. Mais il faut laisser le temps aux choses de se mettre en place. L'entente équipe n'est pas formidable. Et puis on perd Jrue Holiday. Aïe, 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 aïe. Fracture jambe gauche, 6 à 8 semaines. Ce qui oblige à rebasculer toutes les minutes de meneur. Ish Smith titulaire, Harden qui assure le reste du temps au poste de meneur et Vujacic qui termine le match. Je pensais pas en être là aussi vite, mais à ce moment-là on se dit ok, il va y avoir du tanking. La situation salariale elle est saine au sein de cette équipe. Il y a aucun problème, mais par contre, la blessure de Jrue me fait encore un peu relativiser l'importance de cette saison. Et je me dis, ça va pas le faire. Oui, mais voilà, sans Jrue Holiday, et avec Harden en meneur et Vujacic qui prend plus de minutes, mais en fait, on a fait passer notre bilan du côté du positif. Incroyable mais vrai. On n'est pas invité au match de Noël, c'est logique. Une équipe relativement anonyme. 4 matchs avant la fin de l'année. Ça se rééquilibre. 17 victoires, 16 défaites. Donc voilà, on avance. Le Simcast, dans l'absolu, c'est pas quelque chose dans lequel j'ai une foi immense. Il se passe un peu tout et n'importe quoi sur les Simcasts. Pour être précis, dans ce jeu, vous pouvez vous faire taper par la pire équipe comme battre la meilleure. Donc il ne faut pas non plus y croire trop. Mais ce que je me dis simplement, c'est que après sur 80 matchs, il y a une forme d'équilibre qui se fait et on se retrouve quand même plus ou moins à la place qui doit être la nôtre. Donc voilà, le hasard joue dans tous les sens. On avance. Début janvier, on bat les Celtics, incroyable. Simulation très heureuse pour nous. Et le Thunder, me direz-vous, défaite New Orleans, puisqu'à l'époque, les Hornets, c'est New Orleans, c'est pas Charlotte. Les Hawks aussi nous battent. Tiens, la star des Bucks, c'est Brandon Jennings à ce moment-là. Ils nous ont pas eu. Et le retour de Jrue Holiday, ouf. Finalement, la période pendant laquelle Jrue était blessé ne nous a pas forcément été mauvaise. Elle a été juste l'occasion peut-être de donner du temps à certains. Moi, je me suis aperçu de l'importance de certains mecs du banc et aussi d'une certaine méforme de Shane Battier qui, on va le voir progressivement, perdra un peu de temps de jeu au profit de Nocioni, l'ailier argentin. Voilà. Donc 21-28 à la fin janvier, ça sent quand même la mauvaise saison. On va pas se raconter d'histoire. 22 victoires, 30 défaites à l'approche de la trade deadline. Est-ce qu'on va bouger à la trade deadline ? Sûrement pas, parce que les mouvements, ils ont été faits. Et moi, j'ai envie de croire en cette équipe. Regardez les choix de draft qu'on a. On a quand même un meilleur entre Rockets et Knicks. Donc si jamais ça se passe mal, c'est pas forcément mauvais pour nous. Surtout que les Knicks font une mauvaise saison. Donc quand bien même on se relèverait, on aurait encore l'espoir que eux terminent mal. Et au niveau du plafond salarial, alors que vous avez entreaperçu que actuellement Harden est blessé, on aura de la flexibilité à l'été suivant. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a plusieurs joueurs en fin de contrat. Battier, Yao Ming, Vujacic aussi, Patterson également, Jeffries. Ça c'est intéressant parce qu'il faudrait peut-être s'occuper de prolonger le contrat de certains joueurs. C'est ce que je fais ici à l'approche de la trade deadline. Je pense que Yao Ming doit être prolongé, quelle que soit son efficacité, je dirais. Donc en plus il est sympa parce qu'il nous fait un tarif. À 30 ans, il n'est pas très gourmand. Et donc on va lui proposer du 1+1. Une année en option équipe.
et on arrive à tomber en dessous des 10 millions pour ce qui est de lui proposer sa prolongation. Donc c'est plutôt sympa parce que ça nous laisse encore un peu de flexibilité à l'été. Cela dit, Shane Battier, moi j'ai envie d'y croire, c'est un vétéran. Il a déjà joué un rôle à plusieurs endroits à ce stade-là, notamment Miami, dans un passé récent, si je ne m'abuse. Et le tarif me paraît correct, 5,25 en dégressif sur 3 années, plutôt sympa. Donc voilà, on va prolonger. On va également prolonger le Slovène Vujacic. Donc ça c'est intéressant, parce que ça nous fait un joueur qui est assez polyvalent. J'aime bien sa grande taille, je vous disais, c'est un bon ball handler. Il n'y a pas de problème avec ça, et en plus le mec est pas gourmand du tout, et il est pas vieux. Donc peut-être que ça peut être un bon joueur de banc pour pas mal d'années. Je le conserve donc bien volontiers. Et là, je l'ai pas montré, mais je vais aussi, quelques jours plus tard, prolonger le contrat de Patrick Patterson. Lui, il est sur une config de contrat, vous savez, mec drafté au second tour, là. Et donc, ceux-là, il faut les prolonger assez rapidement. Mais surtout, on n'a pas de droit birds. Donc, si on attend trop et qu'on est blindé au niveau de la masse salariale, eh ben, on n'arrive jamais à les prolonger. Voilà. Donc, je l'ai prolongé pour 3 années ou 4 années supplémentaires à ce stade-là. Et assez cher, hein, 6 ou 7 millions, je crois, la saison. À ce moment-là, ça fait un peu cher pour nous. Mais j'ai foi en l'avenir. On est au 16 février à 26 victoires et 31 défaites. Bon, vous allez me dire, début de partie un peu poussif. C'est pas faux. Moi-même, là, à 27 et 34 fin février, je me dis, ok, ben on va juste se dire qu'on n'ira pas en play-off, et puis on ira à la draft, et puis on verra bien ce qui s'y passe, quoi. Cela dit, 3 victoires la semaine suivante. Tiens donc, qu'est-ce qui nous arrive? On enchaîne ensuite Kings, Suns, 2 victoires. Et là, se présentent à nous les Spurs, à domicile. On est à presque 50%. On est revenu avec cette petite série, on est revenu ici. Et je vais donne envie de les jouer, quoi. Les Spurs, c'est une équipe qui réussit très bien sa saison, 43 victoires, 22 défaites, avec Tony Parker, avec tout ce qu'on peut imaginer, Tim Duncan. Et en fait, sur ce match-là, il va y avoir une petite révélation sur la valeur potentielle de tous ces joueurs-là que j'ai aux Rockets, puisqu'on va s'imposer de peu, certes, mais on va s'imposer. Et là, je me dis, mais en fait, si on allait en play-off, peut-être que ce serait pas inenvisageable de s'accrocher et d'aller jusqu'au play-off. Voilà pourquoi l'espoir renaît à ce moment-là, début mars, mi-mars. L'espoir renaît très clairement, il va renaître encore mieux après la semaine qui va suivre, où on enchaîne encore 2 autres victoires, Suns et Bobcats, avant de jouer contre les Celtics. Celtics, normalement, c'est plus fort que nous, hein. Bah tiens, le Simcast a été favorable. La même chose contre le Jazz. Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant à un bilan de 37 victoires et 34 défaites. On est potentiellement en play-off si on continue de cette manière-là, alors qu'on voit que le Thunder réalise une saison phénoménale avec 57 victoires et 11 défaites à ce stade-là. Golden State se profile à l'horizon. Nous les battons en Simcast. 38-34. Je me dis, mais c'est pas possible. L'entente équipe qui grimpe, il faut absolument qu'on se teste face au Miami Heat de LeBron James. Il faut absolument voir ce que ça donne face à cette équipe-là. Vous pouvez apercevoir l'absence de D-Wade quelques jours ou quelques semaines plus tôt. Ce dernier s'était blessé. Et ça nous fait que 2 amigos, et il n'y en a pas 3 face à nous, donc c'est plutôt un match qu'on est peut-être capable de prendre, qui sait. Allez, Holiday, écran de Odom qui décale, Yao Ming à 3 points. Alors ça, si on me l'avait dit un jour, j'aurais pas trop cru, pour un début de match qui est assez équilibré, avec des séquences, vous voyez, on se cherche encore un peu. À ce stade-là, c'est pas encore très
clair. L'équipe, je ne l'ai pas encore trop en main, je l'avoue. LeBron James pour Bosh qui ressort. 3 points LeBron. Bon, ok, il y a la fulgurance de la superstar par moment. Mais il y a surtout, hop là, les petits points gratos près du cercle que peut gratter quelqu'un comme Jrue Holiday. Ici, très bonne dissuasion. 2 fois consécutivement, LeBron puis Bosh qui se font dissuader. Odom, qui est un bon porteur de balle, capable de coast to coast, ici va chercher les lancers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de naître dans cette équipe? Si, c'est ce que je ressens à ce moment-là. Je me dis, mais en fait, vous voyez Jeffries ici sur le côté, ça veut dire que je l'ai inclus dans la rotation. On a réduit les minutes de Betier. On a donné un peu plus à Nocioni. On a un peu mieux étalé les minutes au poste de pivot. On fait confiance à Harden dans ses raids solitaires. Il fait la cuisine. La petite cinématique est rigolote. LeBron n'est pas content du tout du N1 sifflé en faveur de James Harden. Et Chris Bosh face à Odom. Regardez, ça dissuade. Oh la Odom, il est en train de nous faire du bien là. Il est en train de nous faire beaucoup de bien. Balle à Holiday pour peut-être essayer d'enfoncer le clou dans ce match-là. Regardez, sortie d'écran pour Shane Battier qui enquille le 3 points. Et oui, on se dirige vers une victoire face au Miami Heat de LeBron James. Franchement, ce sera pas dommage. C'est pas les quelques petits exploits ici ou là de LeBron qui vont changer la donne. On va s'imposer. Et là, ça nous fait quand même pas mal de victoires d'affilée. Je crois qu'on est autour de la dizaine de victoires d'affilée à ce moment-là. C'est une victoire très significative face à un bon Miami, même si, vous voyez, avec le recul, quand je vois ces équipes-là, je me dis que, ok, il manque certains joueurs parce que certains n'ont pas donné leurs droits. Et quand vous jouez dans des époques reculées comme celle de 2010, en fait, LeBron James, il est un peu seul avec Bosh et Wade. Ok, il y a Ilgauskas, il y a Chalmers, il y a plein de joueurs, mais on a l'impression qu'il manque toujours des petites choses. Ça fait un peu... moi, ça me donne pas un bon goût en bouche quand je vois ça. Je me dis, en fait, l'équipe, elle est prenable. Elle est très prenable parce que on se retrouve avec quelques sublimes joueurs et puis finalement, le reste est tout à fait jouable. Tiens, notre série s'est arrêtée contre les Sixers. Mais ça reprend contre les Spurs, puis les Hawks. Bon, vous l'avez compris, à seulement 5 matchs de la fin, en fait, on se dirige très très clairement vers une place en play-off pour ces Houston Rockets qui ne s'arrêtent plus de gagner. Depuis le mois de mars, ça aurait été incroyable, un finish invraisemblable, parce que je crois qu'à un moment, on était à 27 et 34, et donc on vient d'enchaîner tout simplement 17 victoires pour une défaite. Donc là, le rush, il est inouï. Tiens, une équipe sympathique parce que l'ami Blake Griffin a donné ses droits par rapport au MyNBA de l'an dernier. Et donc, quand vous jouez dans cette époque-là, les Clippers peuvent compter sur Blake Griffin. On se souvient quel joueur était Blake Griffin. C'était juste invraisemblable dans ces années-là. Donc je me dis, là aussi, test intéressant. Hop là, James Harden face à Baron Davis. Et le petit pas de côté pour pouvoir s'en sortir. Il est fort le James, je peux vous le dire. Manette en main. C'est assez jubilatoire de jouer avec James. Marché. Non, il n'y a pas marché là, sans rigoler. C'est pas grave, c'est de la NBA, c'est pas sifflé. Et tout ça pour dire que, hop là, ça dissuade. Même si Baron Davis, au terme de cette action, on retrouve un peu d'adresse externe, ça commence à me plaire en fait ce qui se passe, parce que je me dis qu'on est en train d'avoir une équipe assez compétitive. Blake Griffin, vous l'avez vu, qui est assez intéressant. Jrue Holiday qui pénètre, Chris Kaman qui n'y peut rien. Vous avez vu, c'est rigolo, il y a Eric Gordon aussi du côté des Clips à ce moment-là. Bledsoe, 3 points, magnifique, 45 degrés, eh ben non.
On a cru, mais en fait, il ne le met pas. Et puis on est sur un match où on arrive quand même à être un peu devant. Et après, c'est sûr que dès qu'on trouve un petit système en sortie d'écran pour le shoot à 3 points de notamment le barbu, bah honnêtement, c'est plutôt sympa. Ici, pareil, pénétration du barbu, N1. Et ça commence à sentir bon pour la victoire dans ce match-là. Alors c'est rigolo parce que quand Harden était à Houston, je vais pas vous faire mystère, j'étais pas un grand fan du bonhomme, mais après coup, je me dis qu'il y avait un bon nombre de choses qui étaient assez intéressantes à regarder avec ces Rockets. Alors je vous ferai grâce de l'ultra small ball d'une époque quand ils avaient dégagé Capella et quand ils avaient terminé avec PJ Tucker en pivot et que ça avait failli battre les Warriors. C'était quand même incroyable. Souvenez-vous du 7e match de finale de conf concerné. Mais non, je sais pas, je me dis que quand même le Harden de Houston, c'était le plus beau Harden que j'ai jamais vu. Et quelque part, c'est aussi ça qui m'a donné envie de jouer avec les Rockets. Tiens, regardez, il est pas beau lui aussi, Dirk Nowitzki. On a le Dirk en face de nous pour l'avant-dernier match de la saison. J'avais envie de voir Dirk en match. Voilà, hop là, ici, avec Chandler aussi au poste de pivot, avec Jason Kidd, avec Sean Marion. Ici, regardez-moi ce joli shoot, très Nowitzki-esque dans le texte. Regardez, ici c'est pareil, il est là, hop là, N1, faute de Lamar Odom, panier pour Dirk. Le début de match est relativement à l'avantage de ces Mavericks, mais Pat sort de sa boîte et il n'est pas le seul. Et Jordan Hill aussi commence à prendre une certaine dimension sur cette fin de saison, même si voilà encore un très joli signature move de Dirk Nowitzki. Ici, toujours Jay Kidd à la manette. Hop là, Nowitzki qui montre toute sa panoplie. C'est assez sympa, n'empêche, toute cette époque-là, avec ses joueurs. Vujacic en pénétration. Si personne vient empêcher ça, eh bien il ne se gênera pas. Le Slovène, ici c'est pareil, shoot de Nocioni à 3 points, grâce à un bon écran. Il est là, l'Italo-Argentin, il est là. Derrière, le Dirk face à Odom. Odom a un rôle monstrueusement important quand on réfléchit. Parce que il se retrouve à défendre sur l'indéfendable, quasiment, dans un grand nombre de situations. Il est hyper précieux. Harden à 3 points. Hop là, on sort des systèmes assez tranquilles. Et en fait, dans cette fin de match, on va s'imposer assez simplement. L'adresse à 3 points aussi, c'est un sujet dans cette époque-là. Il est difficile d'en mettre plusieurs d'affilée. Je dirais même qu'il faut en avoir raté pour avoir le droit d'en mettre certains. Donc c'est assez paradoxal, ça peut énerver par moments. Moi, je choisis plutôt de me marrer. Je crois que ça sert vraiment à rien de s'énerver pour ça. Mais il y a des fois où vous avez envie de vous arracher les cheveux quand même, avouons-le. Oui, Jason Terry aussi qui était présent sur ce match-là pour les Mavs. Alors voilà, encore un festival de Lamar Odom. De toute façon, c'est l'homme qui monte avec Jordan Hill. 49 points de Nowitzki n'auront pas suffi. Et 24 rebonds de Chandler. Et pour le dernier match de la saison, on va affronter les Timberwolves qui font eux une mauvaise saison autour de Darko Milicic et de Kevin Love pour normalement une rencontre qu'on devrait maîtriser avant de partir en play-off. Rick Adelman semble serein. Hop là, Lamar Odom. Ce qui est génial chez Lamar Odom, c'est qu'il est très fort en point forward. Et voilà, cette capacité à conduire le ballon, à s'appuyer sur des écrans pour même aller driver. Pat aussi à sa petite adresse. C'est que le début pour Patoche, parce que mine de rien,
ça va devenir un bon shooter à 3 points en tant qu'intérieur. Hein. Donc on a de l'avenir avec un certain nombre de nos joueurs, là, c'est assez rigolo. Et voilà comment s'achève cette petite saison. Donc 47e victoire de l'année. Et donc 21 derniers matchs qui auront été complètement dingos pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on aura fait 20 victoires et une défaite seulement dans cette période-là. Donc vraiment un finish incroyable. On va dire que le momentum est pour nous. LeBron James, MVP, parfait. Blake Griffin, rookie de l'année, tu m'étonnes. C'est ce qu'il avait été, je pense, dans la réalité, si je me souviens bien. Le 6e homme de l'année pour Manu Ginobili. Ça fait toujours plaisir de voir El Manu. Dwight Howard en DP of the Year. Et Kyle Lowry. Et là, tu te dis, oh mince, mais pourquoi tu l'as transféré ? Ne vous inquiétez pas, j'ai plus confiance en Jrue Holiday qu'en Kyle Lowry sur le long terme. Néanmoins, belle perf du Thunder, récompensé par son GM, à 70 victoires et 12 défaites. Ça aurait peut-être pu mériter un MVP pour Kevin Durant, ça, hein, mais bon, bref. Pas grave, le jeu a préféré le donner à LeBron. Là, je vous ai laissé la première équipe All-NBA, deuxième, etc. On remarquera quand même que Blake Griffin, pour sa première saison, est déjà First All-NBA Team. C'est quand même pas fréquent. C'est pas fréquent. Amare Stoudemire est un joueur des Blazers, car les Knicks ont fait le ménage, dirons-nous, et se sont préparés à la suite. Jrue Holiday en deuxième équipe All-Def, quand même, une petite reconnaissance pour ce qu'est Blake Griffin, pour ce qu'est, Jrue Holiday. Pat dans la deuxième équipe de rookie. Bref, on a nos petites récompenses, on est content. Par contre, 6e place égale, on se retrouve face au troisième qui ne sont autres que ces fameux Lakers de Kobe Bryant. Et Pau Gasol, faut pas l'oublier lui. Donc ça, c'est rigolo parce que c'est avec ça qu'on avait ouvert la saison, qu'on avait même ouvert la partie. Puis là, on se retrouve dans une confrontation au meilleur des 7 matchs face à cette équipe. Alors il y a du temps qui est passé, et puis il y a des matchs que j'ai joués aussi depuis, et donc il y a des automatismes qui se sont créés. Après, les problèmes restent les mêmes. Hein. Comment tu fais pour exister dans la raquette ? Par exemple comme ça, avec Yao Ming. Comment on fait pour stopper Kobe ? C'est pas James Harden qui va le stopper, hein, même si ici il y aura eu finalement un shoot raté par le génie Kobe Bryant. Hop là, les petits shoots. On essaie d'être opportuniste en fait. Que ce soit Vujacic, que ce soit Nocioni, que ce soit aussi après près du cercle Jordan Hill, que ce soit Pat. On essaye comme ça d'exister avec nos moyens. Ici, Ish Smith pour précisément Nocioni. Magnifique. Et on est plutôt pas mal dans ce match. Faut quand même l'admettre. On aura été d'un bout à l'autre dans une certaine réussite, je dirais. En capacité aussi de limiter l'impact intérieur de Pau Gasol. Pas trop en souffrance face à Kobe Bryant. Donc au final, même s'il met 40 points, mais il les met à 14 sur 41. Donc quand même, on l'a bien limité. Et ce sera passé par un gros match d'un certain nombre d'entre nous. 1-0 dans cette série donc pour Houston. Et après, une série c'est long. Et puis le jeu décide pas toujours de donner la balle au même joueur. Je m'explique. Je peux plus facilement décider à un moment donné il y aura un match qui sera un Kobe Game. Je crois que c'est celui-là qui va être le Kobe Game. Finalement, Kobe Bryant va avoir tous les ballons et on va beaucoup souffrir en la circonstance. Ici, Hayes qui relance rapidement pour Kobe qui se balade. On a beau avoir mis Jrue Holiday, alors un peu blessé malheureusement.
Kobe vraiment se fait plaisir. Et on n'a pas grand-chose à opposer à voilà, Kobe Bryant en pénétration, Kobe Bryant en pull-up à 2 points, Kobe Bryant à 3 points, on l'a pas encore vu, mais je suis sûr que c'est dans pas longtemps. Kobe Bryant en contre-attaque, bref, il nous fait tout, hein. Il nous fait tout, le bougre. Et en cette fin de match, il va être bien trop fort. Et puis on aura aussi eu très très peu d'adresses, des mauvais choix peut-être, mais je crois plus sûrement de très bons Lakers. Et ça revient, la série revient à un partout. Alors là, je me suis questionné. Je me suis dit, bon, tu continues comme ça, c'est l'élimination, hein, y a pas à tortiller. J'ai laissé passer un jour ou deux. Puis j'ai réfléchi surtout à ma stratégie. Parce que Kobe Bryant en extrapolé à 50 points. Ce qui n'est pas cheaté, hein, parce que des matchs à 50 points, on sait très bien qu'il en a fait. Donc on a eu du mal à exister offensivement et défensivement. Donc le problème, c'est qu'on perd en plus Yao Ming. Aïe, 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 aïe. Mais d'un autre côté, Yao Ming, il subit énormément face à Gasol. Donc je me suis dit, allez, refonte. Les difficultés rencontrées dans ce deuxième match, en fait, c'est l'occasion aussi de faire des bons ajustements. J'ai donc donné des minutes à Brad Miller, on en a laissé, mais titulaire Jordan Hill. Ok, très bien. Et puis vous avez vu que Nocioni a un peu grignoté du temps. On a Jeffries qui honnêtement est mal utilisé. Il y a plusieurs problèmes ici que j'ai pas encore réglés. Bétier aussi qui donne plus rien, alors que normalement c'est un mec qui défend, c'est un mec qui shoot à 3 points, qui est fiable. Et donc j'ai titularisé Nocioni. Carrément. On fait démarrer Nocioni dans le 5. On verra bien ce que ça donne. Ça démarre pas bien. Ça démarre mal, mais le match, ça fait 48 minutes. Hein, ça en fait pas 6. Hein, donc, c'est pas grave. Ici, Ron Artest. Hop là, 3 points. Mais on est rentré dedans. Il n'y a pas de problème. On est bien présent. Hop là. Écrasé Brad Miller par le dunk de Pau Gasol, qui est vraiment... c'est un phénomène, lui. Hein. Lui, il est injouable. Hein. Vujacic, qui artille en 2 points longs. Et finalement, un match qu'on est capable de maîtriser, hein, que ce troisième match, et qu'on est allé prendre, je dirais, sans trop d'émotion. C'est-à-dire que vous voyez l'extrapoler à 84-65, ça veut dire que défensivement, on était dans le vrai en fait. Hein. On a fait ce qu'il fallait dans ce match-là. Donc j'apprécie plutôt ma refonte de rotation. L'absence de Yao Ming ne nous coûte pas très très cher face à cette équipe-là. Kobe Bryant à 10 sur 33 en extrapolé. Oui, cette série est gagnable. On peut arriver à passer les Lakers. Alors qu'au départ, on était dit, c'est sympa, la saison a démarré avec eux, elle terminera avec eux, et puis en fait, non, on est capable d'y aller. On va demander de nouveau à Jrue Holiday, un peu blessé le pauvre, de faire le boulot, en tout cas comme il peut, sur Kobe Bryant. Et c'est parti pour un match 4. Match 4, où on pourrait déjà, en cas de performance, se détacher. Et ce serait assez intéressant. Alors, début de match un peu à l'avantage des Lakers, mais on revient grâce à Harden. Ensuite, Kobe, absolument inarrêtable. Voilà, vaut mieux pas y toucher. À la limite, il valait mieux laisser le dunk pour pas offrir le lancer franc bonus. Mais voilà, c'est fait. Équilibre relatif jusqu'au 4e quart-temps où les choses semblent vouloir se jouer à 3 minutes de la fin. Avec Kobe Bryant ici en contre-attaque. Vous ratez un 3 points derrière, c'est 2 points cadeaux. Donc ça fait très très mal. Et regardez-moi ça. Qui est-ce qui va sortir ici de sa boîte? C'est Nocioni au rebond offensif sur un shoot raté de Lamar Odom, incroyable mais vrai, qui nous donne un peu de quoi respirer. Ici, hop là, dissuasion, faute immédiate, vous l'avez compris. Ça semble plutôt pas mauvais dans ce match. On va s'imposer peut-être. Hop, on donne la balle.
Ici, on décale. Shoot à 3 points. Mince alors, dévissé. Ils font le pressing. Alors c'est vrai que c'est un peu moyen parce qu'ils font des prises à deux, ils font des trucs bizarres. Mais ça a eu là, au moins l'avantage de me faire lâcher le ballon. Derrière, hop, Gasol qui les remet à 3 points. Et derrière, lancer franc. Oh bah non, interception, incroyable. Incroyable mais vrai. Je me suis fait piquer le ballon sur la remise en jeu, lol. Bon, derrière, on va la sécuriser, celle-là. Balle à Harden, ok. 2 lancers. Oui, mais les Lakers sont encore dans la course. On avait match gagné, ou presque. Et on se retrouve à perdre un ballon sur remise en jeu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Derrière, temps mort immédiat. On mène de 3. Kobe Bryant pour Fisher qui force. Rebond Jordan Hill. Et là, on envoie qui ? On envoie Jordan Hill sur la ligne. Mince alors. Premier lancer franc. Raté. Il faut absolument mettre le deuxième. Deuxième lancer franc raté. Et regardez, là, c'est le moment légendaire. Le moment légendaire. Gasol récupère la balle et marque de l'autre bout du terrain. 3 points, ça va en prolongue. Incroyable mais vrai. Alors là, celui-là, il fallait quand même l'avaler de scénario. C'était assez rigolo. Il va falloir regagner ce match alors qu'on pensait qu'on l'avait gagné. C'est tout. James Harden qui s'est démarqué, pas vraiment. Hop là, Jrue Holiday. Alors là, faut prendre les pick and roll comme il se présente. Là, on va pas commencer à faire la fine bouche. Gasol, toujours qui travaille et qui obtient des fautes, qui est très fort au lancer. Hill, qui arrive de près à quand même faire preuve d'une certaine efficacité. Jordan Hill fait une pure fin de saison. Rien à dire par rapport à ça. Kobe, hop là, il a tenté une action un peu en soliste, mais ça n'a pas suffi. Kobe toujours, qui dévisse. Ça fait plusieurs échecs pour Kobe Bryant ici dans ce money time de la prolongation. Ron Artest aussi, qui dévisse. Et James Harden qui a la balle sur l'aile. Il reste du temps. Faut peut-être l'utiliser ce temps. Et pas non plus consommer trop rapidement. Bon là, on va aller au bout de cette possession. Mais que fais-je ? Pourquoi j'ai pas pris de shoot ? J'ai grignoté le temps jusqu'au bout. Et là, on va dire que c'est l'intervention divine. Le 3 points de Lamar Odom. Alors qu'il est contesté. En toute fin de possession. Et c'est ainsi qu'on va s'imposer dans ce match charnière de la série, puisqu'on va ici se détacher à 3 victoires à 1. Mais encore une fois, quel scénario invraisemblable. On avait le match en main et on se le fait retourner complètement par Gasol, un ballon perdu, shoot à l'autre bout du terrain. Voilà, ça c'était vraiment rigolo, ça m'a bien plu, cette séquence-là. A posteriori, parce que sur le moment, ça fait un peu radar. Je vous la remontre. Lancer franc raté, Hill. Gasol reprend la balle. Il envoie la balle de l'autre côté du terrain. Et là, blam, panier, quoi. C'était, vraiment rigolo. Mais après tout, pourquoi pas ? Ça peut arriver, Ça peut arriver, C'est pas non plus idiot d'y penser. Alors, Gasol aura donc sans doute fait un festival. Kobe Bryant aurait été fort embêté par notamment Jrue Holiday, mais pas que. Des fois, ils mettent Kobe un peu en ailier. Donc, oui. Et que vous dire, sinon que, on a envie de conclure. On a envie de conclure cette série. Notez, vous avez vu, on a une victoire de plus que les Lakers. Pourquoi est-on 6e et eux 3e ? C'est parce que c'est l'ancien système de tête de série en play-off, où les champions de division, en l'occurrence Lakers étaient champions de leur division, la Pacifique, je crois, sans dire de bêtises, et nous, on n'était pas champions de notre division, c'était les Spurs qui étaient champions. Donc voilà. Voilà pourquoi, ou Dallas même, enfin je sais plus. On est passé
C'était pas facile, mais on finit par remporter cette série de playoffs. Bon, bah, à l'intérieur de laquelle le match 4 aura été juste fabuleux, et c'est pour ça qu'on peut aimer ce jeu, ou le basket en général. Voilà. Donc, on se fraye un petit chemin vers les demi-finales de conférence. Je sais pas où ça va nous mener, mais ce qui est sûr, c'est que jouer avec cette petite équipe des Rockets là, c'est plutôt sympa. Et puis les Lakers auront été des adversaires assez brillants. Ils nous auront donné quand même vraiment bien du fil à retordre. Après, ils sont ultra incomplets au niveau de leur construction. Parce qu'à part Gasol et Bryant, il n'y a personne qui prend la balle, il n'y a personne qui représente une espèce de troisième danger, comme Derek Fisher, par exemple, aurait pu le faire. Ou Ron Artest, peut-être un peu moins à ce stade de sa carrière, mais... Enfin, voilà. Donc... ça reste imparfait, ça reste de la modélisation du réel, alors que le réel, on peut jamais arriver à le modéliser de manière parfaite, mais c'est quand même sympa. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Je proposerai assez prochainement une deuxième vidéo avec ces Rockets. Ça démarrera contre les Denver Nuggets en demi-finale de conférence. A plus.